Voilà, donc j'ai dit, les crochets, il faut les enlever. Voilà. Là aussi, from table, vous avez un. Donc, on peut avoir plusieurs tables. Ça, on va faire dans les requêtes de jointure, où on utilise plusieurs tables qui seront combinées par une requête de jointure. Where exprime la condition. Donc, c'est une partie facultative. On peut c'est-à-dire afficher juste quelques lignes. Là, on va faire quoi? On va faire une restriction. Donc, le fait de mettre select quelques attributs dans la table, ça, c'est une projection. Et le fait d'ajouter le where, ça veut dire que c'est une restriction. Ça veut dire que j'affiche pas toutes les lignes, mais j'affiche seulement les lignes qui vont, c'est-à-dire respecter la condition. Group by aussi, c'est une option facultative. Group by, donc c'est une option qui est facultative. Madame? Bonjour, madame. Oui. Madame, on n'a pas de partage. Oui, bonjour. C'est bon, je partage, madame. Oui, c'est bon, merci. Moi, je vois que peut-être, je ne sais pas, moi, je le vois partager. C'est bon? Voilà, je continue. Donc, j'ai dit, compenser, donc c'est une partie facultative. On peut ne pas avoir besoin d'utiliser group by heaven. On n'aura été que sur ça. Group by heaven, c'est-à-dire que c'est une clause dans la requête qui va grouper les tuples selon certains attributs. Donc, au lieu d'afficher toute la table selon un quelconque, donc, comme vous le savez, les tuples dans une table, ils sont sauvegardés de manière aléatoire. Donc, par exemple, là, si je mets order by plusieurs certains ordres, ils vont être ordonnés selon l'ordre qu'on va définir. Par rapport à groupe, les données seront groupées par groupe. Par exemple, si je mets select par exemple nom, select nom, virgule, groupe, forme étudiant, groupe by, par exemple, je vais dire, si je mets select groupe, forme étudiant, voilà, groupe by groupe. Et là, les étudiants, ils sont groupés par groupe. Groupe A, tous ensemble. Ensuite, je retrouverai groupe de les étudiants du groupe de CAM ensemble. Ensuite, les étudiants vont ensemble. Donc, la table, elle sera groupée selon le groupe. Voilà. Etc. Donc, Heaven, c'est la condition qui suit le groupe. Selon une certaine condition. Je ne fais pas un groupement aléatoire, mais je vais grouper uniquement les tuples qui vont vérifier une certaine condition. Le ordre by, je veux dire, il remet les tuples selon un certain ordre, soit ascendant, soit descendant. Donc, là, je vous dis, donc, ordre ascendant, là, ordre descendant. Bien sûr, si je ne mets rien, ça veut dire que c'est ascendant. Donc, c'est par défaut. Voilà. Maintenant, on va faire des calculs grâce aux fonctions qu'on appelle fonctions d'agrégat. Donc, les fonctions telles que average, c'est-à-dire c'est une fonction qui va calculer la moyenne. Somme, c'est une fonction qui va calculer la somme de certains attributs, etc. Donc, indiquant l'opération de le bloc select. Et là, je précise, je vais mettre en rouge ici, le bloc et non pas le tuple. Donc, un certain bloc, quelques tuples, c'est-à-dire un ensemble de tuples, on va appliquer un élément avec les fonctions average, sum, mean, etc. Elles ne s'appliquent pas sur un seul attribut, un seul tuple, mais sur un bloc de tuples, un ensemble de tuples. Bon, la projection et la restriction, je les ai expliquées. On a dit la projection, c'est quoi? C'est d'afficher quelques attributs. On a vu encore, donc la passée en cours, on a vu l'opérateur projection. On a dit la projection, elle permet, au lieu de prendre toute la relation, toute la table,
je prends quelques colonnes. D'accord? Je prends une partie des colonnes et je vais dire ça, c'est une projection. Donc, c'est une opération qui permet d'afficher un ensemble d'attributs d'une table. Exemple, donc, si j'ai la table des attributs de façon attribut 1, 2, 3 et 4, je vais faire par exemple select attribut 2, attribut 4 from cette table-là. Voilà. Ça, c'est la projection. La restriction maintenant, c'est d'afficher quelques lignes, quelques tubes. Je n'affiche pas toute la table, mais j'affiche quelques tubes qui vérifient une certaine condition. Voilà, qu'on va indiquer dans le where. Voilà. Donc là, je prends le même exemple, c'est table attribut 1, 2, 3, 4. Pour appliquer une restriction, je vais faire par exemple select étoile from table where attribut 3 égale une certaine valeur. Et bien sûr, on peut faire une projection et une restriction. J'affiche quelques colonnes pour quelques tubes qui vérifient la condition. Maintenant, le where. On va voir le détail du where. Donc, le where va inclure ce qu'on appelle des opérateurs de comparaison. Je vais utiliser tous les opérateurs de comparaison supérieur, inférieur ou égal, supérieur ou égal, différent. J'ai oublié ici d'ajouter différent. Voilà. On peut aussi faire l'appartenance d'un attribut à un ensemble. Par exemple, je vais mettre where attribut between valeur 1 and valeur 2. Donc là, c'est pour exprimer une appartenance à un certain intervalle. Donc, globalement, le where, qu'est-ce qu'il exprime? Il exprime c'est-à-dire une condition en utilisant des opérateurs arithmétiques ou bien logiques. Les opérateurs arithmétiques sont les opérateurs supérieur, inférieur, inférieur ou égal, supérieur ou égal, égal, différent. Donc, bien sûr, à une certaine valeur. Donc, ce sont des opérateurs arithmétiques. Et aussi, on peut utiliser des opérateurs qu'on appelle des opérateurs logiques. Donc, le AND, le OR, et qu'est-ce qu'il y a aussi comme opérateur logique? Le NOT. Donc, nous avons trois opérateurs. Ça, il faut les retenir parce qu'on va beaucoup l'utiliser dans les requêtes select lorsqu'on va faire l'interrogation des données. Donc, comme opérateur logique, nous avons uniquement l'implémentation du AND et du NOT, c'est-à-dire la négation. Un autre opérateur, par exemple, logique, l'implication, le link, il n'est pas implémenté dans on n'a pas l'opérateur implication qui existe dans les opérateurs logiques. Donc, lorsque vous avez étudié la logique mathématique, en logique, les opérateurs qui existent sont quoi? Le AND, le OR, le NOT, implique, équivalent. Donc, le SQL, l'implémentation de l'implication, elle n'est pas implémentée. Donc, si on veut exprimer une requête qui s'exprime avec si une condition A implique B, alors il faudrait la réécrire sous forme c'est-à-dire sous une autre forme. Bien sûr, j'ai oublié de dire qu'il existe l'opérateur logique, il existe. L'implique n'existe pas et le quel que soit n'existe pas dans SQL. Ça, il faut le retenir dès maintenant. Je répète, l'opérateur AND, OR, NOT, qui existe, lui existe. Le AND, le quel que soit, et l'implication, ce sont deux opérateurs qui ne sont pas implémentés dans SQL. Voilà. Donc, pour pouvoir exprimer une requête qui a le sens d'implication, le sens de tout, il faudra les écrire sous un autre format. Par exemple, si j'ai A implique B, c'est le non A et c'est le A et non B. Voilà, donc ça, c'est l'écriture des opérateurs implication. Bon, on y reviendra en détail dans le cours SQL. Je le dis quand même dès maintenant. Voilà, donc je reviens pour les opérateurs arithmétiques, c'est bon. Pour les opérateurs logiques, on peut utiliser, bon, ici on a utilisé le AND pour exprimer l'appartenance
vérifier l'appartenance d'un attribut à un intervalle. Donc, je vais dire, ouais, par exemple, si je veux afficher les étudiants qui ont une moyenne entre 9,5 et 9,50 et, par exemple, 99 pour leur achat. Je vais dire select étoile from étudiant, where moyenne between 9,50 and 9,99. Voilà. On peut aussi vérifier qu'un attribut possède comme une chaîne de caractères. Donc, se termine par un ensemble de caractères précis et on va préciser cette chaîne. Par exemple, je vais dire where attribut like une certaine chaîne. Donc, lorsque je vais écrire ça, %, la chaîne, et puis une cote, là, ça veut dire commence par un ensemble de caractères, mais se termine par chaîne. D'accord, c'est comme si je vais dire select étoile from étudiant, where, non, like, et je vais mettre comme ça %, je vais dire par exemple B, les noms qui se terminent par B. Voilà. Etc. Que je peux spécifier que ça commence par une certaine chaîne de caractères. Je vais dire dans ce cas, where attribut like, je commence par cette chaîne, cette fois-ci. Après, je mets %. Donc, le pourcentage veut dire il commence par n'importe quoi ici. On a veut dire il se termine par n'importe quoi, mais commence par cette chaîne-là. Ou bien sûr, on peut faire de manière générale quand il y a une certaine chaîne, ce qui veut dire que where attribut like, %, chaîne, %. Voilà, je continue. Donc là, on a vu l'appartenance à une certaine, c'est-à-dire une chaîne, ça commence soit par une chaîne de caractères se termine par une chaîne de caractères, ou bien contient cette chaîne de caractères au milieu. Elle commence par n'importe quoi, elle se termine par n'importe quoi, mais contient de la chaîne au milieu. On peut aussi préciser l'attribut à partir d'un ensemble. Donc là, on va dire where attribut et on va fixer une valeur. Voilà. Ce type d'objet, beaucoup les utilisent après dans les requêtes de manière générale. Donc, on va dire where attribut in et on va écrire une autre requête. Là, on a donné les valeurs directement, mais on peut écrire une autre requête, bien sûr. Et là, ça va former une sorte de manière d'écrire des requêtes de jointure qu'on verra. On verra après toutes les manières d'écrire une requête de jointure. Donc là, je précise, on écrit la requête select, etc. Where attribut, par exemple, un certain attribut. Imaginez si je veux dire select fournisseur, where, par exemple, je ne sais pas, ville, île, et j'écris les villes. Donc, Alger, Oran, Arabe. Donc là, c'est comme si je veux écrire la ville. Elle appartient à cet ensemble-là. Donc, la ville, elle est égale à l'une de ces valeurs. Pour indiquer donc l'attribut, l'attribut que j'ai noté A de T, s'il a une valeur égale à X ou Y ou Z, le tube sera sélectionné. Voilà, donc sa valeur sera comprise dans cet ensemble-là. Comme il y a aussi une possibilité d'utiliser la négation pour tous les prédicats qu'on a utilisés. Donc là, je répète, le where, donc je répète, il contient une combinaison d'opérateurs donc arithmétiques et logiques. Ça, on les appelle un prédicat. Donc, ça veut dire quoi? C'est une logique. Donc, qui contient des opérateurs arithmétiques et logiques. Donc, je peux écrire comme je veux, bien sûr, on va combiner opérateurs arithmétiques et logiques. Je peux dire where attribut 1 inférieur à 10, 1 attribut 2 inférieur à 20. Bon, donc, exprimer en condition, utilisons des opérateurs arithmétiques et logiques. Donc, les opérateurs logiques, je répète, nous avons le AND, le OR et le NOT. Là, je l'ai précisé, le NOT. Et tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, je peux utiliser le NOT. Not between, not like, voilà, not nul, not in.
Voilà, donc, toute écriture logique, vous pouvez utiliser sans négation. Alors, ça, c'est par rapport à la clause where. Maintenant, on a dit qu'on pouvait utiliser ce qu'on appelle les fonctions d'agrégat. Les fonctions d'agrégat, je répète, elles ne s'appliquent pas sur un tube, mais sur un ensemble de tubes. Voilà. Et là, on va citer donc, les fonctions qu'on peut utiliser. Le average. Average, c'est la moyenne. La variance, ça, c'est une fonction statistique. Et ça aussi, donc, la moyenne, la variance, c'est l'écart type. Donc, c'est des fonctions statistiques. Généralement, on utilise le average. Oui? Pardon, madame, madame, partage Oui? est bloqué. Le partage. On n'a pas de partage. Vous n'avez pas de partage? Moi, je le vois, il est partagé. Mais il est bloqué chez nous. C'est le cas pour tout le monde? Oh, je vais arrêter, je vais recharger. Moi, il marche. Non, c'est pas grave. Peut-être le débit de la connexion Internet, il est faible, je ne sais pas. Là, c'est bon? Moi, je l'ai partagé. Parce que j'ai une capture, donc je vois le partage. Voilà, je continue alors. Bon, ben, les autres, vous avez le partage. Il y a Ben Ousmane qui dit, moi, j'ai pas le partage. Mais le partage est lié. Hein. Très bien. Donc, je continue. J'ai dit, les fonctions agrégables, généralement, on utilise le average qui exprime la moyenne d'une certaine valeur par rapport à certaines choses. Nous avons somme qui exprime la somme de certaines valeurs. Par exemple, je vais sommer nos BTD. Donc, pour les étudiants L3 GTR, j'aurai à la fin la somme de toutes les notes. Par exemple, pour un étudiant dans nous avons le min, le max, donc min et max. Elle me donne le min d'un certain attribut pour quelques types. Le max, c'est la même chose, ça me donne la valeur maximum. Count le nombre de valeurs. Et là, selon, donc c'est un compteur. Donc, je peux utiliser count, entre parenthèses, count, comme je l'ai fait ici. Il va me donner, c'est-à-dire il va compter. Par exemple, je vais dire select count étoile from employé. Il va me retourner, par exemple, il va me donner 20 pour dire il y a 20 employés. Select min NB experience from employé. Donc, c'est comme si là, on veut afficher le minimum des expériences dans les employés. Donc, on trouve un employé, il a 2 ans d'expérience, il a 20 ans d'expérience, 30 ans d'expérience. Là, on va afficher 2, parce que 2, c'est le minimum. Et on va afficher ici le max 30, parce que 30, on va dire, c'est le maximum, le nombre d'années d'expérience des employés qui existent dans la table employée. Là, je l'ai mis en rouge pour attirer votre attention. Le select, mat, min, NB expérience from employé, là, c'est faux. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas utiliser. Qui peut me dire pourquoi que c'est faux ici? Si vous avez suivi ce que j'ai expliqué tout à l'heure, pourquoi c'est faux d'écrire select mat, min, NB expérience from employé?
qui peut répondre pour voir si j'ai compris. Quelqu'un peut répondre? مدام لازم تكون وحدها ماشي مع Je répète. ماتريكول. Qu'est-ce que je viens de dire? Comment? لازم تكون Là, وحدها. c'est la requête. Pourquoi? Donc, j'ai écrit c'est. لازم تكون quoi? مدام باسكو هنا حنا عندنا plusieurs matricules, mais avec le minimum حيكون une valeur unique, donc on peut pas vraiment faire le lien. Donc ما يقدرش يعطينا genre une valeur unique. Parce que le minimum ce sera une valeur unique, les matricules حيكونوا بزاف, donc il peut pas faire avec le lien. Donc soit نجيبو دوك les valeurs وحدهم, Voilà, soit très نجيبو les bien. matricules وحدهم. Voilà. Donc, voilà, très bien. Donc, quand on a les fonctions, là, on a appliqué min. Min, c'est une fonction d'agrégat. Donc, comment qu'il faut donner la réponse avec précision? Il faut dire que cette requête applique une fonction d'agrégat min. Et la fonction d'agrégat s'applique sur un ensemble. D'accord? De tuples, non pas sur un tuple. Là, si je mets select mat, le matricule de qui? Non, si je mets select mat, virgule NB expérience forme employé, fichier matricule, قدامها l'employé. Mais là, je veux utiliser une requête, matricule pour un tuple, ou j'utilise 1000 NB expérience, elle s'applique sur un groupe. Et là, c'est faux. Donc, la fonction d'agrégat, il faut toujours vous rappeler qu'elle s'applique sur un groupe de tuples et non pas sur un seul tuple. Ce qu'il fallait écrire ici, c'est écrire select 1000 NB expérience from employé. Et elle va vous redonner comme résultat juste le minimum d'années d'expérience fait de la table employée. Voilà. On continue. Oui, donc sur le chat, ceux qui sont arrivés en retard, ils disent est-ce que nous sommes en train de faire séance de TP? Oui, j'explique le TP. Après, je vous envoie l'énoncé et vous allez faire le TP. Mais je vous donne tout ce qu'il faut faire le résumé du TP. Donc, le bagage à connaître pour pouvoir faire le TP, c'est une simple manip après. Donc, voilà, je continue. Maintenant, on arrive à la notion de vue. Je vais expliquer c'est quoi une vue. Donc, la syntaxe générale de ça, c'est quoi? Create, view, on donne le nom de la vue, as, requête. Point virgule et j'exécute. Voilà. Donc, requête ici, j'écris une requête. D'accord. As, je mets select, étoile, forum, étudiant. Voilà. Verbe, je ne sais pas, web spécialité égale GTR. Donc, la vue au lieu d'avoir toute la table, on va avoir une vue. Et je peux écrire tout ce que je veux dans la requête. Je fais des restrictions, je fais des projections, etc. Donc, c'est la requête. J'utilise des requêtes de jointure. Non. On va voir que dans une vue, on ne peut pas utiliser des jointures. Maintenant, c'est quoi l'intérêt des vues? Donc, juste pour gagner votre information, nous avons deux types de vues. Il y a ce qu'on appelle une vue matérialisée et une vue non matérialisée. Ça veut dire quoi, vue matérialisée et non matérialisée? Donc, matérialisée, ça veut dire elle n'est pas sauvegardée sur le disque dur. Donc, lorsqu'on écrit une requête, indépendamment de vue, si maintenant je écris ici, select, étudiant, donc qu'est-ce qui se passe ici? Cette requête, elle s'exécute en mémoire. D'accord, en mémoire centrale. Et donc, le SGBD, il va faire, il va exécuter la requête, il va aller de la mémoire vers le disque dur où est sauvegardé la table étudiant. Il va exécuter cette requête et il va nous ramener le résultat pour nous l'afficher en mémoire centrale. Donc, il va effectuer ce qu'on appelle ici une opération de lecture. C'est une opération de lecture vers
la table qui se trouve sur le disque dur. La table, elle est sauvegardée sur le disque dur. Ça fait une requête qu'on va afficher en mémoire centrale. Create view, nom de la vue requête. Là, elle s'exécute en mémoire centrale. Donc, elle n'est pas sauvegardée. Une fois que je me déconnecte de mon SGBD ou bien j'ai mon PC, etc., je connecte juste de mon SGBD et la vue, elle est effacée. Donc, elle n'est pas sauvegardée sur le disque dur. Si je crée create materialized view, le nom de la vue as requête, le fait de précéder comme ça par materialized, donc la vue sera directement sauvegardée. Voilà. C'est ça. Create materialized view, le nom de la vue as requête. Donc, le fait d'écrire cette syntaxe, la vue qu'on va créer, elle sera sauvegardée sur le disque dur comme la page. Elle aura un espacement disque alloué pour cette vue. Maintenant, bien sûr, le fait de sauvegarder la vue sur le disque dur par rapport à la table, il faut effectuer ce qu'on appelle des rafraîchissements. Parce que si moi j'ai des données dans ma table, par exemple, imaginez j'ai saisi une certaine table, j'ai sauvegardé des données, etc. Après, pour une raison ou une autre, j'ai créé la vue. On va voir les raisons, l'intérêt de créer une vue. J'ai créé cette vue. Si je la sauvegarde sur le disque dur, ça veut dire qu'elle est matérialisée. À ce moment-là, il ne faut pas laisser ça comme ça. Il faut faire ce qu'on appelle des rafraîchissements. Rafraîchir la vue périodiquement. Parce que si j'ai des données sur la table et des la vue, mais que j'ai modifiées entre-temps les données des tables, je dois rafraîchir les données de cette vue-là. Sinon, j'aurai des incohérences. C'est la même chose que les index, il faut les rafraîchir de temps en temps parce que si je ne rafraîchis pas, je ne réindexe pas mon index. Donc, les données qui sont indexées dans cet index-là, ils ne sont pas mis à jour. Si j'ai des ajouts, des modifications, des suppressions sur ma page et que je laisse mon index comme ça, donc il n'est pas mis à jour, donc son utilisation ne va pas être efficace. C'est la même chose pour les vues. Maintenant, ce qu'on va utiliser, c'est pas les vues matérialisées. Là, on ne s'intéresse pas à ce que la vue elle est sauvegardée ou pas, mais juste. Voilà, donc on essaie.
Bon, je vais continuer dans une minute, s'il vous plaît. Patientez, s'il vous plaît. Voilà, donc je continue. J'ai dit que la vue, donc, l'intérêt complètement, on va voir, j'ai expliqué comment se fait le principe d'écrire, c'est-à-dire une requête, une software que l'on peut sauvegarder sur le disque dur. Donc, j'écris quelques views, je peux utiliser sur, c'est-à-dire elle n'a pas de sauvegarde sur le disque dur. Maintenant, pourquoi on veut créer cette vue? C'est quoi l'avantage de créer une vue? D'abord, c'est la simplification des accès aux données au masquant les opérations de jointure. Ça veut dire quoi cette phrase? Imaginez que vous avez une requête qui est très complexe. Donc, écrire une requête sur plusieurs lignes qui utilise plusieurs c'est-à-dire, conditions, etc., c'est une longue vue, point de vue syntaxique, c'est-à-dire la requête, au lieu d'utiliser cette requête dans mon programme autant de fois, donc on va utiliser simplement une vue une fois et puis l'utiliser. Voilà. Bien sûr, en masquant les opérations de jointure, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans une vue, on n'utilise pas les requêtes de jointure. Donc, la vue, elle permet de sauvegarder, c'est une sauvegarde indirecte de requêtes complexes. C'est ce que je viens de dire. Donc, au lieu d'écrire une requête, parfois, vous savez, une requête qui utilise, c'est-à-dire une table avec plusieurs conditions, plusieurs groupes, etc. C'est-à-dire que c'est une requête qui est quand même complexe. Au lieu d'utiliser toute cette requête plusieurs fois dans le programme, on préfère utiliser une vue et utiliser simplement select étoile from la vue. Présentation de mêmes données sous différentes formes adaptées aux différents usagers particuliers. Donc, imaginez, nous avons une table. Plusieurs utilisateurs utilisent cette table. Mais pour une raison ou une autre, par exemple, ici j'ai dit la raison de sécurité, on ne veut pas donner la vue sur toutes les colonnes à tout le monde. Il y a des colonnes qui sont, on va dire, confidentielles. Alors, au lieu de donner la possibilité de faire un select étoile from toute la table à tout le monde, on va donc créer une vue, create view, par exemple, on va la nommer V1, as, et j'écris ma requête as select certains attributs, d'accord, from la table. Et là, à ce moment-là, cet utilisateur aura la vue uniquement sur les attributs qu'on va lui donner. Il ne pourra pas voir toute la table. Ça, c'est un aspect de sécurité. Voilà, donc principalement, je demande de regarder pour un aspect de simplification de la syntaxe, pour un aspect de sécurité. Et aussi, c'est-à-dire qu'il y a un autre point qui est aussi important, c'est-à-dire parce que lorsque vous exécutez une requête, donc à chaque fois que vous exécutez cette requête, il y a ce qu'on appelle un plan d'exécution qui est sauvegardé en mémoire centrale. Le fait d'utiliser une vue, donc la requête elle sera une fois dans la mémoire centrale et puis on va l'utiliser. D'accord, le plan de cette requête, il sera créé une seule fois et on va l'utiliser à chaque fois qu'on va utiliser cette vue. Donc, ça nous permet quand même d'optimiser l'écriture de ces requêtes. Ça, c'est l'intérêt des créateurs de vue, principalement pour un aspect de sécurité, pour un aspect de simplification de syntaxe.
et aussi pour un aspect, c'est-à-dire d'exécution. Parce que si on rencontre notre mémoire centrale la même requête qui est, on va dire, complexe, donc il y aura, c'est-à-dire une dégradation des performances de notre programme. Il ne faut pas oublier que l'exécution des requêtes se déroule en mémoire centrale. Donc, si nous avons des tables qui sont très volumineuses, le fait d'écrire comme ça des requêtes, il faut garder les plans d'exécution en mémoire centrale, ça nous dit les traitements. Maintenant, les problèmes de mise à jour et l'utilisation des restrictions. Donc, la mise à jour de données via une vue pose des problèmes et la plupart des systèmes imposent d'importantes restrictions. Là, j'ai dit la plupart des systèmes, c'est-à-dire pas tous les SGBD, d'accord, qui imposent ces restrictions. Voilà. Donc, le clic distinct doit être absent. C'est les restrictions qu'on donne pour Oracle. Voilà. Donc, distinct, je ne peux pas y select distinct dans la requête, j'utilise la vue. La clause from doit référence à une seule table. Et là, on a dit dans les slides précédents qu'on ne pouvait pas utiliser les requêtes de jointure. Ce qui veut dire ici qu'une seule table est censée exister. D'accord. On va utiliser aussi le distinct. La requête doit faire référence directement aux attributs de la table. Pas d'attributs dérivés. C'est-à-dire, lorsque j'écris le set, j'écris de la table directement. Je ne vais pas donner, c'est-à-dire un nom d'une table, la notion d'attribut dérivé directement dans le TP suivant dédié aux utilisateurs et privilèges d'accès. Donc, parfois, un utilisateur a le droit d'utiliser une table, mais c'est-à-dire, il a aussi le droit, c'est-à-dire, s'il exécute le select d'une autre table, on ne lui donne pas la possibilité d'utiliser le nom de la table, point, le nom de l'attribut. Donc, on utilise directement le nom de la table. Voilà, c'est assez simple. Donc, on regarde utiliser le select de la table. La clause group by et heavy sont interdites. Voilà. Donc là, c'est dans certains systèmes, mais pas dans les systèmes. On arrive maintenant à faire. Donc, ce que je vous demande dans cette petite manipulation, on va dire, pour retenir la notion de groupe by, etc., pardon, la notion de fonction d'agrégat, la notion de vue. Donc là, je vous demande de créer d'abord une table, employé, code employé, le nom de l'employé, le prénom de l'employé, spécialité, NB expérience, ville et pays. Insère plusieurs valeurs variées. Donc, pour pouvoir manipuler la requête select avec le web, etc., il faut quand même insérer un certain nombre de types qui vérifient certaines, pour pouvoir tester le web. Juste dans la troisième question, je vous demande d'écrire des requêtes select vues en cours, d'accord, pour manipuler la projection. Par exemple, vous mettez select en virgulement employé, from employé, ça c'est la projection. J'ai affiché juste deux attributs, pardon. Vous utilisez la restriction, vous utilisez la projection et restriction. Le web, bien sûr, lorsque vous l'utilisez, essayez de manipuler toutes les formes liées aux chaînes de caractères. Par exemple, j'affiche les villes qui commencent par un certain caractère, j'affiche les spécialités, les employés web, spécialités like, par exemple, une certaine spécialité qui commence par génie et après quel que soit, génie électrique, génie mécanique, génie droit, etc. Donc, je donne juste quelques exemples. Essayez de manipuler au maximum le web pour les chaînes de caractères. Voilà. Donc, like, etc. Manipuler les fonctions d'agrégat avec average, max, min. Et puis, créer une vue. Voilà. Donc, ça, c'est le TP3 où vous allez apprendre les fonctions d'agrégat et les vues. Donc, vérifier, j'ai dit en dernier, bien problème aux deux premières restrictions si réellement elles sont valides, les vues. Donc, ce que j'ai dit ici pour distinct et
la clause from doit faire référence à une seule table, essayez de les vérifier si c'est réellement le cas ou pas. Vous créez une autre table et puis vous vérifiez si réellement c'est le cas ou pas. Voilà, donc le TP3, je vais partager directement la manip du TPK sur la création des utilisateurs et des données. J'enlève le partage et je vais partager l'autre TP. Bonjour madame. Oui, bonjour. Oui, Allô, bonjour. Madame, oui, le oui, je son vous entends, scoop, oui. je suis absaf. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de régler la qualité de son, s'il vous plaît? Ma belle, basculer vers un autre opérateur, ta connexion, ou vers la DSL. Car ça se coupe vraiment, c'est pas évident de suivre bien. Je crois qu'il y a bzaf des latences, qu'il y a bzaf de son. D'accord, donc je vais prendre. Moi, je voulais utiliser la 4G, parce que comme même chez Tlich, je vais basculer vers la DSL. Je vais réessayer avec la 4G. Oui, oui, s'il vous plaît. C'est car ça, là, ça lag vraiment bzaf, je crois qu'on ne peut pas suivre quand même. D'accord, d'accord. Là, vous m'entendez mieux? Enfin, je vous entends, mais ça dépend avec le partage. Là, quand vous commencerez à parler, les encore mieux. Mais pour le moment, on vous entend, oui. D'accord. Voilà, donc j'ai partagé maintenant le TP sur gestion des utilisateurs et des privilèges. Ah oui, c'est mieux avec ça, madame. Merci. D'accord, très bien, merci de m'avoir informé. Voilà, donc TP sur gestion des utilisateurs. Sinon, le TP précédent, est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas bien suivies, que je peux répéter? La vue هذيك برك مدام إذا تقدري تعطينا Sauf برك la فهمت vue, بلي oui s'il vous plaît. d'accord. Sauf la vue, je vais te l'expliquer en 2 minutes. C'est Ouais. quoi la vue? Donc la vue, on l'utilise pour, on va dire, 3 raisons. Première raison, c'est c'est-à-dire un aspect de simplification de l'écriture des requêtes. Donc, si tu as un programme, d'accord, bien sûr, les requêtes, on ne les utilise pas juste avec sous Oracle, on les utilise dans un programme. Donc, tu développes une application, et l'application, elle utilise un aspect dynamique, c'est-à-dire avec une base de données, et puis le programme direct, il utilise la base de données. D'accord. Donc, le fait, imagine avec la même requête qui se répète dans le programme plusieurs fois. Au lieu de trimballer avec la requête qui est, on va dire, complexe, c'est une requête, c'est-à-dire sur plusieurs lignes, c'est-à-dire c'est une requête complexe du point de vue d'écriture. Au lieu de la trimballer plusieurs fois dans ton programme, alors il vaut mieux écrire une vue. Et puis, au lieu d'utiliser à chaque fois ce code-là dans le programme, on va utiliser directement la vue qu'on a créée. Maintenant, tu vas me dire, c'est assez simple, je peux copier, coller la requête. Maintenant, c'est pour un aspect de performance, parce que si j'utilise la requête, d'accord, donc elle va s'exécuter sur la mémoire centrale. Le fait de l'exécuter plusieurs fois, il y a à chaque fois plusieurs exécutions. Donc, et le SGBD, il est obligé de l'exécuter à chaque fois. Mais au lieu, si j'utilise une vue, elle va s'exécuter en mémoire centrale une seule fois, et après, je vais exploiter donc, les données. Tu vois, donc il y a une optimisation des performances. Pour moi, les performances, c'est quoi? C'est la mémoire centrale. Et là, bien sûr, on ne se rend pas compte si on utilise une petite table. Là, lorsqu'on parle de performance, etc., c'est lorsque nous avons une table volumineuse. D'accord. Le fait d'avoir plusieurs données, etc., en mémoire centrale et plusieurs fois exécuter la même requête, là, ça dégrade les performances.
C'est un aspect, on va dire, qui est lié, complexité d'écriture et puis performance de la mémoire centrale. Un autre aspect très important, c'est la sécurité des données. Si certains utilisateurs ne sont pas censés savoir ce qu'il y a dans certaines colonnes ou là dans certaines lignes, eh bien, on va leur donner une vue tout simplement. Une vue, c'est-à-dire c'est juste quelques enregistrements, quelques colonnes qu'ils peuvent voir. Ils ne peuvent pas voir le tout pour des raisons de sécurité. Ça, c'est l'objectif d'utiliser une vue. Maintenant, la syntaxe globale, c'est quoi? C'est le create view, le nom de la vue, as, et j'écris ma requête, tout simplement. Voilà, donc dans la manipulation que j'ai demandé de faire, c'est... donc j'ai une autre question. Donc, on me dit, pouvez-vous réexpliquer les restrictions? Oui, donc par rapport aux restrictions, j'ai dit, ce n'est pas tous les SGBD qui imposent les restrictions, c'est-à-dire les conditions à vérifier. Il y a, donc dans certains SGBD, on vous dit on ne peut pas utiliser le distinct. Dans certains SGBD, on vous dit on ne peut pas utiliser, c'est-à-dire plusieurs tables dans une même requête. Bon, on va dire à la limite, vérifier juste le premier point. D'accord, parce qu'avec le deuxième point, je finis les requêtes de jointure. D'accord, pour pouvoir le tester. Pour le moment, en fait, vous ne savez pas encore comment écrire une requête de jointure, mais testez déjà la manipulation. Est-ce que je peux écrire create view V1 as select distinct non from étudiant ou la from employé? Est-ce que je peux utiliser le distinct sous Oracle ou pas pour la création des vues? C'est ce que veut dire les restrictions, c'est-à-dire les conditions. Maintenant, si tu veux dire, Moussaoui, restriction par rapport, c'est-à-dire non pas aux vues, mais à la clause web, la restriction veut dire afficher certaines lignes. Voilà, mais les restrictions des vues, ça veut dire c'est les conditions, ce que je peux écrire, ce que je ne peux pas écrire. Et là, je l'ai dit au départ, les requêtes, donc le langage SQL, c'est vrai que c'est un standard, mais il varie, on va dire, à quelques différences près par rapport aux différents SGBD. Ce n'est pas tous les SGBD qui utilisent exactement la même chose. Voilà. Je vous demande de vérifier si le distinct peut être utilisé ou pas avec sous Oracle. Voilà. On passe maintenant au TP suivant. Voilà, sur la création des utilisateurs et droits d'accès. Donc là, ça concerne quoi? Donc jusqu'à maintenant, on a vu le langage de définition des données. Ça concernait quoi? La création des tables, la création des index. On a vu le langage de manipulation de données à travers les requêtes d'insertion, les requêtes donc select, update, delete. Voilà. Maintenant, on arrive à la partie, c'est-à-dire au langage de contrôle de données. On ne va pas tout voir. Dans ce module-là, on est censé connaître juste comment créer un utilisateur, comment lui attribuer des droits d'accès et comment lui enlever ses droits d'accès. Voilà. Bien sûr, l'année prochaine, dans le module architecture des SGBD, vous allez voir d'autres aspects qui sont liés au contrôle des données, notamment la création des rôles, la création des groupes, etc. Donc là, on va voir juste la création des utilisateurs. Syntaxe générale, c'est quoi? C'est create user, nom de l'utilisateur, identified by mot de passe. Là, c'est la même chose. Je l'ai dit tout à l'heure, lorsque j'utilise crochet, ça veut dire que c'est facultatif. Je peux mettre create user, nom d'utilisateur, point virgule. Je ne donne pas de mot de passe. D'accord. Voilà. Maintenant, pourquoi j'ai précédé ça, cette requête avec alter session set oracle script égale à true. Donc, c'est-à-dire que c'est comme si je donne le droit d'ouvrir une session. Voilà. Alter session set, vous exécutez d'abord cette instruction et après vous mettez le create user, le nom d'utilisateur, identified by le mot de passe. Vous ne mettez pas les crochets, bien sûr. Voilà. Comme je peux créer un utilisateur, son mot de passe, et après, je vais changer. Je peux changer et
ajouter un mot de passe ou la changer de mot de passe. Donc, je vais mettre alter user, le nom de l'utilisateur, identified by le mot de passe. Je change de mot de passe. Voilà. Ça, c'est des exemples. J'ai dit create user, user 1, identified by P1. Ou bien, je vais mettre create user, user 1. Après, je mets alter user, user 1, identified by P1. C'est la même chose. C'est clair pour le moment pour tout le monde? Là, on a fait juste création d'un utilisateur avec mot de passe. Je peux supprimer un utilisateur. Je vais mettre drop user, le nom de l'utilisateur, tout simplement. Maintenant, ce qui nous intéresse le plus, c'est comment transmettre des privilèges, c'est-à-dire un utilisateur, je lui donne qu'est-ce qu'il a droit de faire avec une table donnée. D'accord. Et après, je peux enlever ces privilèges que j'ai accordés, suppression de privilèges. Voilà, donc c'est quoi un privilège? Donc c'est un droit d'accès. Lorsqu'un utilisateur crée une table ou une vue, il est le propriétaire exclusif. D'accord? C'est lui le propriétaire de cette table. Lorsque vous vous connectez avec administrateur, donc avec l'admin, c'est lui le propriétaire des tables que vous allez créer. Donc lorsque on crée un utilisateur, vous vous connectez avec cet utilisateur-là et vous créez une table, alors vous êtes le propriétaire exclusif. Donc Oracle, il sauvegarde comme ça les choses. Il sauvegarde par propriétaire. D'accord? C'est pas comme, par exemple, avec SQL Server, etc. Il y a création d'une base de données et puis des tables. Oracle, la notion de propriétaire de table, propriétaire de vue, c'est l'utilisateur qui a créé la table. Voilà. Les autres utilisateurs n'y ont pas accès. Donc, si vous vous connectez avec votre nom d'utilisateur qu'on a créé et que vous créez une table, par exemple, eh bien, les autres utilisateurs, ils ne pourront pas accéder à la table si on ne leur donne pas le droit d'accès. D'accord? Il peut cependant en donner un droit d'accès à d'autres utilisateurs par la commande grant. Donc, on vous donne un nom de user. Avec ce nom de user, vous vous connectez, vous allez créer une table. Après, il faut que vous vous connectez avec le nom de user et que vous donniez le privilège, le grant, d'un certain nombre d'accès pour un autre utilisateur pour qu'il puisse accéder. C'est quoi maintenant les droits d'accès qu'on attribue plutôt avec grant? Donc, grant, privilège 1, privilège 2, etc. Ou bien je peux mettre grant all privileges. C'est-à-dire, je lui donne tous les droits. Il peut faire select, il peut faire insert, delete, update, etc. sur les données, sur les index, tout. Donc, si on spécifie all privileges on et on donne la table, ça veut dire qu'il a tous les privilèges sur une table. Voilà. Tout le nom d'utilisateur. Ou là, sur plusieurs utilisateurs. Comme je peux spécifier certains privilèges seulement, je peux mettre grant un certain privilège, grant select, par exemple, on étudiant to user 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai donné le privilège de faire select sur la table employé ou la étudiant là pour to user 1. Si je mets virgule user 2, ça veut dire que je donne pour tous ces utilisateurs. Ou bien je mets to public pour tout le monde. Tout le monde a le droit de faire ce select-là. Voilà, donc on va voir maintenant c'est quoi les privilèges. Donc, si je mets grant create session to le nom d'utilisateur, ça veut dire que l'utilisateur il peut créer une session. Sinon, je ne l'autorise pas à créer une session. Il ne peut pas créer une session, il peut rentrer, exécuter ses requêtes, etc. Je peux mettre aussi grant DBA to le nom du user. Ça veut dire quoi, grant DBA? DBA, ça veut dire qu'il est un database admin. C'est-à-dire qu'il aura tout ce que l'administrateur de la base de données peut faire. L'utilisateur que je mets ici, il aura tous les privilèges que l'administrateur peut faire. Donc, il a tous les droits. Donc là, je l'ai noté, lui donner tous les privilèges ou bien on peut donner certains privilèges seulement. D'accord.
Donc là, le fait d'écrire grant DBA to user, ça veut dire lui donner tous les privilèges, comme on peut lui donner juste certains privilèges seulement. Voilà, cette instruction accorde des privilèges d'accès, privilèges de I, j'ai noté ça, ou tous les privilèges, all privileges, sur la table ou la vue aux utilisateurs user de I. Donc, user de I, ça veut dire user 1, user 2, user 3, etc. J'ai un ensemble d'utilisateurs. Ou bien, à tous les utilisateurs, je mets public. Public, ça veut dire c'est tout le monde qui aura le droit d'accès. Ce n'est pas la peine de spécifier user 1, user 2, user 3, etc. La clause maintenant with grant option. Donc là, elle est facultative, la clause. La syntaxe générale, je répète, c'est grant, l'ensemble des privilèges que je peux spécifier un à un, ou bien je mets all privileges. On, soit la table, soit la vue, tout, user 1, user 2, etc., ou bien public, with grant options. With grant options, ça veut dire que la clause, elle est facultative. Je peux ne pas l'utiliser. Si je l'utilise, elle veut dire quoi? Donc, elle permet aux utilisateurs ayant reçu les privilèges de les transmettre à leur tour aux autres utilisateurs. Ça va faire une sorte de cascade. C'est comme si que l'administrateur donne à l'utilisateur 1 le privilège de faire select, par exemple, sur une table donnée. Si je mets with grant option, ça veut dire que cet utilisateur peut à son tour utiliser un grant privilège pour un autre utilisateur. Il peut transmettre lui aussi ce qu'il a reçu comme privilège, il peut le transmettre à d'autres utilisateurs. Si je ne mets pas cette with grant option, ça veut dire qu'il ne peut pas le faire. Il ne peut que utiliser le privilège qui lui a été accordé. Là, je donne quelques exemples. Donc, select, lorsque je mets insert, select, ça veut dire c'est le privilège de lecture. Donc, le select, on l'appelle, c'est l'opération de lecture. Le insert, c'est pour faire l'insertion. Update, c'est pour modifier ou la mise à jour. Delete, c'est pour la suppression des tuples. All, ça veut dire on lui donne tous les privilèges. Il peut faire tout ça, toutes les requêtes. Alter, donc si je veux faire alter, alors je vais mettre grant alter. Ça veut dire, dans ce cas-là, j'autorise l'utilisateur à changer la structure d'une table, par exemple. Il peut ajouter un attribut, il peut supprimer un attribut, etc. Voilà. Index, voilà. Donc, la destruction, en fait, c'est le changement de structure. Index, il peut construire un index. Voilà. Pour système privileges, donc un exemple, create session, create table, create user, create view. C'est des privilèges qu'on les appelle privilèges système. D'accord. Le fait de donner la possibilité de créer une session, créer une table, créer un user, créer une vue, ça veut dire ça, on les appelle des privilèges système. C'est bon pour le moment. S'il y a des questions, vous posez vos questions. Sinon, je continue. Madame, est-ce qu'on aura manipulé les TP ensemble ou là, c'est juste nous, je fais comment essayer d'exécuter les syntaxes et commandes, les requêtes. En fait, avec le nombre limité de séances, moi, je préfère, c'est-à-dire faire cours TD, c'est mieux. J'explique comme ça les manips et les étudiants, ils peuvent les manipuler seuls. Je donne tout. C'est-à-dire, je ne vous donne pas un TP où je vous laisse, je vous dis, créer un utilisateur, faites ça, sans vous donner le support de TP. Ça, on va dire, c'est un support de TP. Après, vous allez le manipuler pour vérifier les différentes syntaxes. Maintenant, c'est-à-dire, par exemple, la séance prochaine de cours. Je préfère faire un cours, faire le cours algébrique, que faire de la manip, vous laisser manipuler chacun sur son PC. D'accord. Malheureusement, on n'a pas cours TD et TP à la fois par semaine. C'est-à-dire, sur le cahier d'échange du module, on n'a pas de séance de TD. Donc, moi, je préfère
faire les séances, les consacrer plutôt pour faire des cours TD, etc. Donc là, pour manipuler, pour une séance comme ça en ligne, ça veut dire quoi? Vous manipulez, moi je reste comme ça à surveiller. Comment que vous Non, voulez qu'on fasse? قلت بالك نديرو une séance ونقدروا نريكابيتولي comment on exécute هاد les syntaxes كامل هكذا on les verra sur Oracle le logiciel. On peut faire une séance, on peut faire après les vacances si vous êtes intéressé par ça. Donc on peut faire, bon, la première semaine, on va la laisser pour faire l'interro. Mais euh, la semaine d'après, ça va être une séance en ligne. Le Inch'Allah. problème, c'est que nous avons beaucoup plus des séances en ligne qu'en présentiel. Vous avez vu, même pour les séances en présentiel, on les a ratées à la les rattrapages, etc. Oui, c'est Donc, pas évident. mais je vais essayer de programmer quand même une séance de TP. Oui, les étudiants ils pourront poser directement leurs questions, etc. sur les machines. D'accord, Inch'Allah, merci. Inch'Allah. Mais à votre connaissance, les deux séances passées, les 2 années passées, les étudiants, ils ont manipulé les séances, mais chez eux. Ils ont fait les TP, tous les TP. Moi, par faute de temps, je ne peux pas vous dire, faites les TP, envoyez-moi vos TP. Je n'ai pas le temps de corriger vos TP comme ça, c'est-à-dire je reçois chaque semaine des TP des étudiants. Chaque étudiant, s'il veut apprendre, il n'a qu'à manipuler ça. Voilà. Oui, je comprends. Voilà. Je Madame, peux pas... Oui, نعم oui, اللوجيسيال اللي allez-y. تريكومونديه لنا ما يديش بزاف لي ريسورس ونقدر نابليكيو فيه كامل الامورات هذوك. Non, on va faire, vous savez, on va faire un TP de révision. Un TP révision qui va inclure le tout. C'est-à-dire, vous allez créer une table, vous allez, toutes les questions qu'on aura vues, l'intégrer comme sous forme de TP révision qui englobe le tout. J'ai l'habitude de le faire. Oui, oui. Voilà. Donc, oui, vous allez travailler sur machine. Et chaque étudiant va créer la table, il va changer la structure d'une table, il va exécuter une certaine requête, select de quoi, c'est-à-dire je vais donner la question et l'étudiant il va écrire la requête, il va la manipuler. Après, je donne une question comme ça en général de réflexion et puis il va manipuler la question sur PC. Et puis, il y a la partie création des utilisateurs, etc. Je prévois chaque année, j'ai un TP de révision globale sur le tout. D'accord. Voilà. Merci. Merci. Donc là, je continue. J'ai dit un utilisateur qui a reçu, par exemple, un droit d'accès sur la table T. L'utilisateur U, on lui a donné un certain droit, soit select, soit update, etc., sur la table T. Donc, il ne peut pas référencier cette table directement. D'accord. Donc, ne peut référencer celle-ci que par la syntaxe U.T. Sauf si la table T a un synonyme public lequel peut être utilisé par tout le monde. D'accord. Voilà. Donc là, je répète, imaginez, nous avons donné un droit d'accès sur le select à un utilisateur. Il ne faut pas oublier, ce n'est pas lui le propriétaire de la table. Donc, lorsqu'il utilise select, il ne pourra pas faire select étoile from le nom de la table parce qu'il a le droit de faire select. Il doit utiliser U.T. Le nom de le user propriétaire, .t, point le nom de la table. D'accord. Donc, un utilisateur ayant reçu des droits d'un utilisateur U sur la table T, parce que le user U, le propriétaire, c'est lui qui a créé la table. Donc, le user U2, par exemple, ou la U1, etc., s'il veut utiliser la table, eh bien, il va la nommer pas T, mais il va la nommer U.T. Voilà. À moins que cette table possède un synonyme, oui, tout le monde peut l'utiliser, alors on peut écrire dans ce cas create public synonyme, le nom de nom 1 for table 1, et à ce moment-là, donc l'utilisateur pourra utiliser le nom de cette table-là directement. Voilà. Et là, j'explique comment il peut donner le droit à tout le monde.
Voilà, donc une fois on attribue ce droit à tout le monde, alors tous les utilisateurs peuvent utiliser directement select étoile from la table S directement sans utiliser U.S parce qu'on a créé un synonyme S pour U.T et à ce moment-là, c'est tout le monde. On n'a rien fait en fait. On a juste créé un synonyme pour U.T. Au lieu de mettre U.T, U-pointé, ça veut dire quoi? Imaginez, c'est le user 1 qui a créé la table employée. Alors, au lieu de mettre à chaque fois select étoile from user 1 point employé, alors je vais créer un synonyme, S, et je vais mettre select étoile from S, tout simplement. Bon, la manip à faire pour ce TP, c'est on vous demande de créer par exemple 3 utilisateurs. Choisissez les noms et les mots de passe et leur donner les privilèges suivants. L'utilisateur nom 1 a tous les privilèges. L'utilisateur nom 2 a le privilège select sur l'une de vos tables. Voilà, donc les tables, donc vous lui donnez le privilège select. Et l'utilisateur 3, vous lui donnez le select et le insert sur l'une de vos tables. Testez les privilèges de chaque user en déconnectant l'utilisateur système et en se reconnectant en tant qu'utilisateur à tester. Par exemple, quoi? Donc, demain, vous vous connectez avec le compte admin, le user admin. Le user, il va créer, par exemple, l'utilisateur nom 1, nom 2, nom 3, etc. Donc, nom 1, vous lui donnez le tout. Il peut tout faire, tous les privilèges. Le nom 2, il peut faire juste select sur, par exemple, la table 1. Le nom 3, par exemple, il peut faire select et insert sur la table 3. Donc, il faut vous déconnecter maintenant de votre admin et vous reconnecter avec le premier utilisateur et vous tester. Est-ce que réellement il peut tout faire? Il peut faire select, il peut faire insert, delete, etc. Vous écrivez les requêtes et vous voyez s'il peut tout faire ou pas. Vous vous connectez ensuite avec l'utilisateur 2. Vous voyez est-ce que réellement il peut faire select et est-ce que réellement il ne peut pas faire update par exemple. Et puis la même chose pour l'utilisateur 3. Est-ce qu'il peut faire réellement select et insert et est-ce qu'il ne peut pas réellement faire les autres privilèges, les autres droits d'accès s'il ne peut pas réellement les faire. Voilà. À la fin de cette manip, donc, on vous dit que tout privilège accordé peut être supprimé. Donc, par exemple, les utilisateurs, on leur a affecté des privilèges, on peut leur supprimer des privilèges. Avec la syntaxe suivante, revoke privilège on le nom de la table ou le nom de la vue from le nom d'utilisateur. Si bien sûr vous avez créé le privilège pour tout le monde, c'est-à-dire public, alors il faut faire le revoke select par exemple on employé from public parce que par exemple vous l'avez donné pour tout le monde et là vous retirez le privilège à tout le monde. Si c'est donné à un utilisateur donné, par exemple là, l'utilisateur vous lui avez donné le privilège select, vous pouvez lui enlever ce privilège. Vous allez mettre revoke, donc privilège select on. Par exemple, la table, je ne sais pas, T2, from user 2. Voilà. Point virgule, vous exécutez. Et donc, après, comment tester la manip? Lorsque vous avez affecté à ces utilisateurs les droits d'accès, après, prenez un des utilisateurs, vous lui enlevez le droit d'accès. Après, testez, est-ce que réellement le droit d'accès a été enlevé ou pas? Prenez par exemple pour le premier user qui a le tout, vous lui enlevez un des droits. Donc, et puis, par exemple, vous lui enlevez le update. Après, en principe, le select, il aura toujours le droit de faire le select. Vous testez, est-ce que réellement, donc il aura toujours le privilège select, mais il n'aura pas le privilège update. Voilà, donc ça, c'est la manip. C'est la manip à faire, d'accord, pour aujourd'hui. Donc, j'ai refusé maintenant, j'ai reçu un appel maintenant, je l'ai refusé. Donc, s'il vous plaît, dorénavant, pour les séances en ligne, il faut être à l'heure. Voilà. Donc, ce n'est pas un problème là de connexion, mais arriver à 1h30 après le début de la séance,
Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce TP-là? Donc, je vais les envoyer par mail. Il y a une question sur le chat, madame. Quelle est la différence entre l'administrateur et l'utilisateur système? Donc, l'administrateur, il peut tout faire. D'accord. Un compte système, c'est-à-dire là, c'est là où j'ai expliqué les privilèges Hadoop système, c'est-à-dire c'est sur les tables système. D'accord. Donc, à votre connaissance, il y a des tables utilisateurs. Oracle, par exemple, qu'est-ce qu'il a? Un dos des catalogues. Donc, ça, vous allez le voir le module architecture des SGBD l'année prochaine. Donc, on explique dans ce module aux étudiants qu'il y a un ensemble de catalogues. Donc, les catalogues, il y a des catalogues, par exemple, vous allez trouver toutes les tables créées dans ces catalogues-là, c'est les tables utilisateurs. Et il y a des tables système. D'accord. Donc, c'est ce qu'on veut dire. D'accord. Donc, create session, create table, create user, create view. Ça, c'est des privilèges système. Voilà. Madame, si je ne me trompe pas, إذا عندنا par exemple une table وعندنا 3 utilisateurs, يكونوا بين ثلاثة عندهم les mêmes droits وكلش يخدموا على la même table. تسمى كي يموديفيو l'utilisateur la table الأولى ولا كش ما يدير فيها ياجوتي ولا كامل les utilisateurs تخرج لهم هذيك la Oui, modification. oui, oui. Non, c'est-à-dire, on donne le droit, si on donne le droit d'accès, c'est-à-dire à 3 utilisateurs en modification, et ben les 3, ils peuvent modifier la table. Oui, oui. D'accord. Ils peuvent accéder et modifier la table. Bien sûr, après, je pense que tu as réfléchi ici à un aspect de transaction. C'est-à-dire, est-ce qu'ils peuvent modifier en même temps, etc., le même type. Et là, vous allez voir aussi le module architecture des SGBD, le cours, on fait aux étudiants le cours Transact SQL, c'est-à-dire 2 utilisateurs ne peuvent pas modifier simultanément, bien sûr, un enregistrement. Il faut que le premier utilisateur termine sa transaction pour qu'un autre utilisateur puisse exécuter cette transaction lorsqu'on parle d'opérations d'écriture. C'est-à-dire que les opérations d'écriture sont la modification. Et les opérations de lecture, par contre, le select, on peut avoir plusieurs utilisateurs qui appliquent le select en même temps. Il n'y a pas de problème. Ils ne font qu'une opération de lecture. Il n'y a pas de problème à ça. On peut lire tous ensemble. Mais pour écrire, un seul utilisateur peut modifier à la fois. Une fois il termine sa modification, eh bien, un autre utilisateur pourra modifier. Sinon, on risque d'avoir ce qu'on appelle des incohérences dans la base de données. Et le problème, il se pose lorsque la transaction ne se termine pas normalement. C'est-à-dire un premier utilisateur, il commence son update, il commence sa modification, etc., mais il ne termine pas. Après, le SGBD, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit annuler toute la requête. Et à ce moment-là, notre utilisateur qui a pris une partie du programme fait par une certaine transaction, eh bien, il se retrouve avec une valeur annulée. Mais il ne sait pas qu'elle est annulée, donc il y aura ce qu'on appelle des incohérences dans les données. Ça, c'est le principe des transactions. Voilà. Mais sinon, l'objet de ce TP, c'est quoi? C'est que chaque utilisateur, chaque TP, vous savez, il doit un objectif. Je répète, jusqu'à maintenant, c'est le 4e TP. Le premier TP, l'objectif, c'est quoi? C'est que chaque utilisateur, il doit savoir comment créer une table. Et je vous ai fait tous les cas possibles. D'accord. Ce que je vous ai fait, je vous ai donné même comme exercice à faire. C'est un exercice que je donne à mes étudiants le module architecture des SGBD. Pour les MARSD, je leur fais avec l'exercice que je vous ai donné. Donc, il y a tous les cas. Il y a création d'une table avec une clé primaire, création d'une table avec une clé étrangère et clé primaire, création d'une table avec une clé composée, création d'une table avec une clé primaire et une clé étrangère qui est composée. Donc, on a fait tous les cas. D'accord. Ou là, avec une clé primaire et plusieurs clés étrangères séparément. Voilà. Donc, là, avec la création des tables, vous avez tous les cas possibles.
On a manipulé le changement de structure d'une table. Donc, on a ajouté un attribut, supprimé un attribut, renommé un attribut, renommé une table, etc. Toutes les manips de changement de structure, on les a faites. Bon, toujours dans le cadre de langage LDD, c'est-à-dire langage de définition de données, on a aussi créé des index. On a expliqué c'est quoi l'apport d'un index. Voilà. Après, on a vu bien sûr ce qu'on appelle les contraintes d'intégrité. Les contraintes d'intégrité, on a vu la contrainte donc primary key, la contrainte foreign key, la contrainte check, default. Voilà. Maintenant, je ne sais pas si je l'ai expliqué ou pas, mais je vais l'expliquer maintenant. Pour la création des tables, on s'était arrêté là, le TD la fois passée, si vous vous rappelez, lorsqu'on a appliqué l'algorithme de synthèse. Avec l'algorithme de synthèse, donc, le schéma, il est en troisième forme normale. Le schéma, il est en troisième forme normale, c'est bon. On peut créer la table, nos différentes tables, et il n'y aura pas de redondance. Maintenant, je vous pose la question. Quel est l'ordre de création des tables? Comment ça, madame, l'ordre de création L'ordre des de tables? création. Vous vous rappelez l'exercice de la fois passée? Je vais ouvrir l'exercice. Archéologue, etc. Voilà, très bien. Avec l'exercice. Bon, je vais ouvrir rapidement le corrigé l'exercice. Madame, ça dépend des liens internes. Par exemple, il y a deux tabliers. Là, tout d'abord la table parent, les tables fils. Voilà, c'est exactement ça. Pourquoi je veux expliquer ça? Je ne fais comme les contraintes d'intégrité. D'accord. Moi, je vais partager rapidement. Voilà, هذا l'exercice d'archéologie, etc. Oui, on a défini les DF, après on a appliqué l'algorithme de synthèse. Comme résultat, on a obtenu ces différentes relations. Donc, les relations, pour les créer, c'est bon, on peut les créer en utilisant le langage SQL avec les différentes requêtes de création de table, create table. Mais là, il y a bien sûr un ordre de création. Chercheur. Donc, chercheur, elle utilise comme clé étrangère numéro équipe. Donc, je ne peux pas créer chercheur avant équipe. Je dois d'abord créer équipe, ensuite chercheur. D'accord? Parce qu'il y a une contrainte d'intégrité de type foreign key qui est manipulée dans chercheur. Alors, je dois d'abord créer équipe, ensuite chercheur. Site, parcelle, c'est la même chose. Je dois d'abord créer site. Site, elle doit être créée avant parcelle. D'accord. Fouille, elle doit être créée après équipe et parcelle. Parce que là, j'utilise num parcelle et j'utilise num équipe comme étant une clé étrangère. Et après, objet aussi, je dois la créer en dernier parce qu'elle utilise num parcelle et num équipe. Donc, l'ordre de création, je pense qu'il est clair parce que à chaque fois, là où il y a une clé étrangère, il faut d'abord précéder la table qui inclut la clé étrangère comme clé primaire. Ça, c'est pour la création. La suppression, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Donc, si je veux vider, par exemple, la table, donc, la table, par exemple, équipe, imaginez, je veux appliquer un delete étoile from équipe. Je ne peux pas vider la table équipe avant d'avoir vidé la table chercheur. Parce que, pourquoi? Il est possible que j'utilise là, bon, forcément, j'utilise des équipes qui sont ici et que j'utilise dans chercheur. Imaginez par exemple, je veux supprimer l'équipe 1.
elle est dissoute, elle n'existe plus. Donc, je vais aller vers équipe, je vais mettre delete étoile from équipe where num équipe égale 1. Là, je ne peux pas le faire si l'équipe 1, elle est utilisée dans le chercheur. Donc, là, dans l'ordre de suppression, il est inversé. Je dois d'abord supprimer l'équipe 1 dans le chercheur. Je vais mettre delete from chercheur where, donc where num équipe égale équipe 1. Je la supprime complètement de chercheur. Ensuite, je viens la supprimer de équipe. On appelle ça les contraintes d'intégrité. Donc, lorsqu'on vous dit vérifier les contraintes d'intégrité, ça veut dire je vérifie la création et je vérifie la suppression. L'ordre de création, je crée d'abord c'est-à-dire les tables, ou c'est-à-dire les tables parents, on va dire, ensuite les tables enfants. Et la suppression, c'est l'inverse. Je vide d'abord les tables enfants, ensuite je vide les tables parents. Voilà, ça c'est les contraintes d'intégrité. Voilà, donc je récapitule aussi. Ça, c'est ce qu'il faut connaître lorsque je crée des tables. On a manipulé donc même le TP2, les différentes manipulations de alter table, etc. TP, on va dire 2 révisions parce que c'était un TP2 en plus. J'avais donné à créer les tables, à changer aussi la structure, etc. Puis nous avons manipulé les requêtes insert. Et j'avais expliqué dans l'insert les différentes manières d'utiliser la requête insert. Soit j'insère tous les attributs, soit j'insère seulement certains attributs et les autres, je ne vais pas les insérer parce qu'ils ne sont pas facultatifs. Donc, les deux manières, on les a manipulées. On a manipulé les requêtes update, delete et select. Aujourd'hui, on a vu en détail la requête select. Bien sûr, le détail, c'est-à-dire de requête select et les requêtes group by, on va les voir dans un TP à part. Donc, il y aura TP sur requête de jointure et il y aura un TP sur les requêtes group by. On a vu aussi aujourd'hui les requêtes de type qui incluent les fonctions d'agrégat. Voilà. Et on a terminé par le TP qui crée les utilisateurs avec les droits d'accès, attribuer des droits d'accès et puis enlever des droits d'accès. Voilà. Donc, globalement, il faut refaire les 4 TP. Pour l'interrogation, vous aurez des questions sur TP. Donc, je pourrais créer une table, manipuler ça, etc. L'interrogation. Il y aura 2 exercices. Un exercice manipulation TP et un exercice de TD du genre ce qu'on a vu jusqu'à maintenant par rapport au DF et par rapport à l'application de l'algorithme de synthèse ou la décomposition successive de DF jusqu'à l'obtention du schéma en 3e forme normale. Je peux donner aussi quelques questions de cours. Voilà. Donc ça, c'est pour l'interrogation. Et puis l'examen, comme ça, je vais consacrer l'examen principalement pour les langages de requête, donc langage algébrique et langage SQL. J'ai donné aussi la fois passée l'exercice de TD à continuer, l'exercice 3. Est-ce qu'il y a des étudiants qui ont fait cet exercice? Oui, donc est-ce que tu peux, Moussaoui, nous expliquer ce que tu as fait l'exercice? Donc voici l'énoncé, c'est le système de traitement des contraventions de la police. Voilà, donc j'avais donné l'exercice pour déterminer les DF et puis appliquer l'algorithme de synthèse. Donc, si vous avez vu l'exercice, donc il y a on va dire un petit piège, l'exercice. D'accord? Il y a un piège l'exercice. Si l'étudiant, il le trouve, donc il a toutes les DF qui vont être, on va dire, faciles.
Mais si il ne trouve pas le petit piège hadak, eh ben, il a principalement, sur les 16 DF qu'il faut déterminer, eh ben, il aura, on va dire, 12 DF presque qui sont erronés. Les autres, est-ce que vous avez fait l'exercice ou pas? Est-ce que vous avez au moins lu l'exercice? Au moins quelqu'un qui est honnête. Zakour, il dit, moi non. Donc, c'est ça, je ne veux pas vous donner le corrigé comme ça sans que vous ayez fait l'effort de faire l'exercice vous-même. D'accord? C'est-à-dire, je peux vous donner le corrigé détaillé et je vous laisse. Mais ce n'est pas ça l'objectif. Si vous ne faites pas l'exercice vous-même, ça ne sert à rien. Donc, l'exercice, on va le corriger sur le tableau jeudi, Inch'Allah. D'accord? Mais je ne vais pas le corriger moi-même. Je ferai passer des étudiants au tableau. D'accord? On va faire ensemble l'exercice. Je ne veux pas avoir un seul étudiant en TD sans avoir fait l'exercice à la maison. D'accord? Au moins, essayez de faire l'exercice seul. Inch'Allah, oui. Voilà. Madame, le jeudi, on aura combien d'heures de cours, d'études, Marc? Pardon, juste, je prends d'abord un commentaire que j'ai reçu sur le chat. Oui, je m'excuse. Donc, Rib Moussaoui, elle dit il faut utiliser le NUMC et le nom de commission pour déterminer les tuples de la contravention. Et c'est parfait. Je te remercie d'avoir, c'est-à-dire trouvé l'astuce. Voilà, elle vous a donné l'astuce. Le piège Hadak, eh ben, elle a trouvé la réponse. NUMC, effectivement. Donc, si vous avez lu l'énoncé, là, on vous donne le numéro de la voilà, NUMC. Les propriétés liées aux contraventions sont le numéro de l'infraction NUMC, qui est unique dans la commission. Ça, c'était la phrase clé de l'exercice. Donc, c'est comme si, imaginez, je vous donne en contrepartie un autre exemple. Imaginez si on vous dit on crée une base de données nationale des étudiants. D'accord? Une base de données nationale des étudiants. Après, par exemple, la codification des matricules des étudiants. Imaginez, vous avez le même matricule qu'une autre université, si on a la même codification. Donc, à ce moment-là, si je dis un certain matricule M1, d'accord, et je recherche ça dans le système qui utilise une base de données centrale, c'est-à-dire sur toutes les universités. J'aurai l'affichage de plusieurs tuples dans ce cas-là. Donc, ce n'est pas une DF là. J'aurai plusieurs étudiants qui ont le même matricule. Mais si je précise, je vais dire le matricule M1 de l'USTHP. À ce moment-là, il y a uniquement un seul étudiant qui aura ce matricule-là. Vous voyez, donc, si on utilise une même codification avec plusieurs commissions, donc le numéro C1, il est unique. Si je vous dis le numéro C1, ça c'est le numéro de l'infraction. Et je donne juste le numéro C1. Mais on ne sait pas quelle commission. Le numéro C1, il peut exister dans la commission 1, la commission 2, la commission 3, etc. Mais si je suis précise, je dis le numéro C1 de la commission M1. À ce moment-là, je connais exactement il s'agit de quelle infraction. Voilà donc l'astuce maintenant que vous l'avez. Je vous demande de relire cet exercice-là, de déterminer l'ensemble des dépendances fonctionnelles. Donc, elles sont au nombre de 15 ou 16 DF. Donc, je vous demande de les déterminer en lisant attentivement l'énoncé. Bon, il y a certaines DF qui sont, on va dire, très claires à déterminer. Il y a peut-être certaines DF qui sont un peu, c'est-à-dire difficiles, il faut y réfléchir. Voilà. Mais en réfléchissant, ce n'est pas grave si vous n'avez pas tout déterminé. Mais l'essentiel, c'est que vous ayez réfléchi sur l'exercice et déterminé ce que vous aurez déterminé. Lorsqu'on va corriger, donc vous allez mieux comprendre.
Voilà, je reviens à la question de votre collègue Zakour qui dit, je pense si j'ai bien compris la question, il y aura combien de séances, c'est ça? Non, madame, le jeudi, je sais pas, on a 3 heures, 2 heures. C'est juste pour. Juste une question. Sur l'emploi du temps, nous avons 2 heures. Ah, d'accord. Nous avons une séance de cours à 9h10 et une séance de TD juste après. Inch'Allah. Je voudrais juste vérifier avec vous, ils nous ont changé la salle, c'est ça? الله ما نكذب عليك بالك باسكو شفيت بلي بدلوا لنا اون سال ديجا كاليتي دو سيرفيس اختلفت قرينا في ديبارتمون في هذيك لا سال شغل تاع اوديتوريوم هذاك تما بالك باز دو دوني تاع تبدلوا لنا مي جي Je با pense que j'ai vu l'amphi haut, c'est ça? كون فيه جو سي با J'ai trouvé haut. جو سي با مدام دوك نشوف لومبلوا دو طون من بعد جو فوز انفوا واش بعثوا لنا حنايا بور فيريفي مع D'accord. الكور. Donc, jeudi, Inch'Allah, on fera 2 séances. Une séance on va corriger l'exercice. Et puis une autre séance, je vais voir, soit je commence le cours algébrique, ça va être le chapitre 3, soit s'il y a des questions de la part des étudiants, eh bien, on fera une sorte de séance de révision. Mais moi, sincèrement, je pense qu'on a fait suffisamment de séances là-dessus. C'est-à-dire, si je fais une autre séance sur les DF, etc., ça va être une séance au moins pour la suite. Voilà, donc je corrigerai en 1 heure l'exercice et puis j'entamerai le cours algébrique. Inch'Allah. Inch'Allah. Pour les TP, il faut faire vos TP, d'accord. Et puis, donc, c'est promis, au courant de ce semestre, on va prendre une semaine, on déroulera des TP. Donc, avec la séance en présentiel après les vacances, c'est l'interrogation. Et les semaines d'après, on fera, c'est-à-dire la première semaine en présentiel, on fera TP, où ça va être un TP de récapitulation. Voilà. Madame, l'interrogation, ce sera pendant 2 heures, Inch'Allah, ou là, combien? Là, pendant, on va dire, 45 minutes maximum. D'accord, Inch'Allah. 30 à 45 minutes maximum. D'accord. Et le reste, ça va être la suite du cours ou la TD algébrique. Inch'Allah. Voilà, je vous remercie. On va s'arrêter là. S'il y a des questions, on les prend. Pour ma part, c'est bon, merci. C'est bon. Donc, même votre collègue, elle vous a dit il y a 16 DF. C'est parfait. C'est exactement ça. Il y a 16 DF. D'accord. Donc, et après, vous appliquez l'algorithme de synthèse avec les différentes étapes qu'on a vues la semaine passée. Oui. On essaiera de le faire, Inch'Allah, avant jeudi pour voir. Voilà, il faut le faire. Je ne demande pas de le faire exactement correct. Mais allez, vous faites des erreurs, mais c'est-à-dire ça va être beaucoup mieux pour vous. Donc, l'interro, je peux donner cette année. Ça fait longtemps que je n'ai pas donné l'algorithme de synthèse. Cette année, je prévois un exercice d'interrogation sur l'algorithme de synthèse et puis un exercice TP. Inch'Allah. Voilà. Merci. Ben, je vous remercie et bon courage. Bonne journée, madame. Merci également.